تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك أرابيل.FM. Et on démarre cette deuxième heure du Carrefour de l'information, comme chaque mercredi, avec notre partenaire Café Babel dans Euromag et bien sûr Safouane. Bonjour Safouane. Bonjour Tariq. Alors, notre invitée de la semaine est une femme politique française âgée de 33 ans, porte-parole du Parti Pirate français. Elle est également vice-présidente du Parti Pirate européen, fondé à Bruxelles en 2014. Fleury-Marie, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous en direct. Et sans plus tarder, Safouane a pas mal de questions à vous poser. Fleury-Marie, bonjour. Alors, votre parti milite pour la protection des droits et libertés fondamentales sur Internet, comme dans la vie quotidienne. D'ailleurs, vous avez 4 députés européens qui siègent actuellement donc, dans le groupe des Verts et de l'Alliance Libre Européenne. Première question, pourquoi avoir choisi ce groupe politique plutôt qu'un autre ? Alors, pour des questions, d'abord pour des questions de proximité idéologique, il se trouve que le Parti Pirate est quand même très proche des écologistes européens au niveau des idées politiques. Donc, on a choisi plutôt ce groupe-là et plutôt qu'un autre. Je sais que les députés européens du Parti Pirate étaient en discussion, notamment avec le groupe dans lequel siège La République En Marche aussi. Je me souviens plus du nom du groupe, je suis désolée. Renew. Oui, voilà, Renew. On avait eu des discussions, enfin, il y avait eu des échanges avec ce groupe-là, mais finalement, la proposition qui avait été faite par le groupe des European Greens était beaucoup plus intéressante que celle qui avait été faite par Renew, et donc on a choisi, enfin, nos députés ont choisi de rejoindre les écologistes. Mais pourtant, les partis pirates ne se reconnaissent pas dans les partis traditionnels, il me semblait. Non, mais la nécessité pour avoir plus d'accès à la parole au niveau de l'Assemblée, au niveau du Conseil européen, c'est on doit faire partie d'un groupe. Donc il y a une sorte de contrainte en fait pour pouvoir avoir le droit à la parole. Il y a une sorte de contrainte qui fait que c'est plus intéressant d'être dans un groupe, de siéger dans un groupe. Et comme nous n'avons que 4 députés et qu'il y a un minimum pour pouvoir avoir un groupe et pour pouvoir prétendre avoir des collaborateurs et de l'aide en fait sur le travail qu'il y a à produire au niveau européen. On a choisi de rejoindre les écologistes, et puis c'est pas nouveau. On était déjà dans le groupe des écologistes dans le mandat précédent. Julia Reda était dedans, et puis le mandat d'encore avant, Amelie Andersdotter était aussi dedans. Donc c'est vraiment une proximité, déjà une sympathie qu'on a avec eux, et aussi une proximité, une nécessité en fait pour participer. Mais effectivement, oui, le Parti Pirate ne se reconnaît pas du tout dans les partis traditionnels, et c'est aussi ça qui a fait qu'on s'est pas rapproché de Renew et qu'on s'est pas rapproché des autres groupes politiques. Alors le Parti Pirate traite notamment de la question d'Internet. J'imagine que vous avez dû suivre avec attention l'affaire GameStop, une entreprise américaine qui vend des jeux vidéo qui est en grande difficulté financière. Ce qui s'est passé, c'est que des millions d'internautes ont acheté des actions pour empêcher les fonds spéculatifs de les racheter à un bon prix. Alors, quelle est votre réaction par rapport à cette affaire ? Est-ce que les internautes aujourd'hui peuvent casser des marchés financiers ? En gros, est-ce que les internautes peuvent être les nouveaux Robin des Bois du XXIe siècle ? C'est compliqué. À la fois, c'est une affaire. Bon, j'ai pas forcément énormément suivi cette affaire parce que la bourse, c'est pas forcément un domaine qui me passionne. C'est d'ailleurs pas très passionnant pour les Français généralement. On n'a pas beaucoup la bourse, mais oui, en gros, le GameStop, c'est un peu le Micromania américain qui s'est fait attaquer par les hedge funds qui ont voulu le faire couler plus vite que normalement, et qui s'est fait sauver par les millennials, enfin par des personnes de ma génération et de la génération après la mienne, des jeunes internautes, oui, qui avaient une sympathie énorme pour cette boutique, qui ont passé leur enfance, un peu comme nous en France ou en Europe, on a pu passer notre enfance dans des boutiques de jeux vidéo, et qui, en voyant les gros les hedge funds qui attaquaient GameStop, ont décidé de sauver de les sauver. Enfin, en tout cas, c'est pas vraiment ce qui s'est passé, parce que finalement, GameStop n'a pas été sauvé. Ça aurait été plus intéressant d'aller chercher GameStop directement plutôt que de parier, d'acheter des actions pour essayer de faire monter l'action de GameStop. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a eu des personnes qui ont perdu énormément d'argent, des personnes qui avaient énormément d'argent de base. Donc, c'est des personnes qui, des gros capitaux qui sont, enfin, des grosses entreprises, des gros porteurs qui ont perdu beaucoup d'argent, et des petits porteurs aussi qui ont perdu
perdu de l'argent finalement. Mais en bourse, on sait très bien que quand il y a des perdants, il y a aussi des gagnants. Et pour l'heure, je ne crois pas qu'on sache exactement qui a gagné de l'argent dans cette affaire, mais il y a des personnes qui ont gagné de l'argent et c'est pas forcément les petits porteurs qui ont gagné de l'argent dans cette histoire. Donc oui, Internet a joué un rôle intéressant à ce niveau-là. On a mis la lumière enfin sur le fait que le libre marché, c'est pas vraiment ce qu'on en dit, que c'est pas aussi équitable qu'on l'aimerait, et que effectivement il y a toujours le système financier américain est verrouillé par un réseau, par des personnes qui se connaissent les unes et les autres, parce que Robinhood a arrêté du coup à fermer complètement, a fermé les achats d'actions sur GameStop, que au niveau de la bourse, pareil, il y a eu une fermeture qui s'est faite assez rapidement, parce qu'on voyait que l'action, elle modifiait beaucoup, elle se changeait beaucoup, donc du coup on a fermé aussi au niveau de la bourse de New York, et donc on a mis en lumière, en fait, avec cette histoire, Internet a permis la mise en lumière d'un système vérolé, et du manque de régulation qu'il y a dans ce système-là. Alexandria Ocasio-Cortez a pris la parole en disant qu'il fallait plus de régulation. Merci, effectivement, merci Internet, merci aux petits porteurs. On va rester justement sur l'actualité européenne au lieu d'aller vers les États-Unis, justement parce que le temps file. Alors le 15 décembre dernier, la Commission européenne a présenté 2 législations pour réformer l'espace numérique et donc encadrer l'activité des GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Le premier texte porte sur le contrôle des contenus, le deuxième sur le respect des règles de concurrence. Est-ce que vous êtes satisfaite, on va dire, de cette offensive européenne en matière de numérique, Fleury-Marie ? Non. Pourquoi ? Le problème qu'on va avoir avec le DSA, c'est qu'on a la France en premier, bien sûr, qui a commencé déjà à appliquer la loi. Le DSA, c'est la première règle, c'est ça. C'est sur le contrôle des contenus. Digital Service. Oui, voilà. Sur le contrôle des contenus, en fait, la France a déjà commencé à vouloir appliquer ce contrôle-là en France avec la loi Avia, et la loi Avia qui s'est fait retoquer massivement au Conseil constitutionnel, et pourtant nos élus. Excusez-moi, je suis désolée, on est en direct, mais j'ai un chat qui juste à côté de moi qui va miauler de temps en temps. Désolée. Donc le contrôle des contenus, justement, en France, c'est une volonté politique assez forte de notre gouvernement actuel, et qui est très dangereuse pour notre démocratie, parce que elle implique que on va donner le pouvoir de réguler les contenus à des grands groupes aux réseaux sociaux globalement, c'est des groupes privés qui vont devoir être juges de ce qui va être diffusé, et qui vont très probablement faire de la censure a priori, de la régulation, de modération a priori, et donc créer des algorithmes, parce qu'on peut pas contrôler tout ce qui se dit, on peut pas faire en sorte que tout soit vérifié. Il y a beaucoup trop de propos qui circulent sur Internet, et donc le risque là, c'est qu'on va avoir des algorithmes qui vont être créés, qui vont intervenir et provoquer la suppression de publications, comme ce qu'on a vu récemment avec sur Twitter. Il y a eu une grosse il y a eu un compte qui a été supprimé, qui a été censuré, pas censuré, mais qui a été empêché pendant 12 heures ou 24 heures de publier quoi que ce soit, suite à avoir dit est-ce que les hommes peuvent arrêter de violer. Et donc on a Twitter qui censure les propos, qui empêche cette personne de parler, parce que cette personne a utilisé un mot qui va être à l'avenir qu'on ne pourra plus utiliser. De la même manière, sur tous les réseaux sociaux, on a des publications sur Instagram, des nus ou des semi-nus qui vont être supprimés parce que trop de peau qui va être montée, alors que c'est des personnes qui sont peut-être juste un petit peu plus rondes que d'autres personnes, et qui du coup vont avoir un peu plus de peau, et donc il y a un pourcentage de peau qui va être, c'est assez hallucinant. Instagram va retirer des photos de personnes qui juste ont montré un trop de peau sur la photo, sans pour autant être nues. Sur Facebook, on a des associations qui ont des groupes sur Facebook, et qui du coup permettent à des personnes d'échanger. Dès lors que ces personnes vont commencer à dire qu'elles s'opposent au gouvernement, ou qu'elles s'opposent à des politiques qui sont menées actuellement en France, elles prennent le risque de voir leurs propos censurés aussi par ces dynamiques-là. En fait, c'est lié avec
le projet de loi sécurité globale, le projet de loi de séparatisme, tous ces projets de loi qui sont mis en place en ce moment en France sont assez hallucinants. Au niveau de nos libertés, on est en train de les perdre une à une sans qu'on puisse rien faire. C'est assez triste et c'est assez grave. Et je vous avoue que je suis un petit peu... Vous avez cité justement la question du stockage des données personnelles. Le dirigeant de presse allemand Matthias Döpfner a demandé à la présidente de la Commission européenne d'interdire aux géants du numérique le stockage justement des données personnelles. Alors est-ce que comme lui, vous pensez qu'il est possible de redonner aux citoyens et non plus aux entreprises le contrôle de leurs données personnelles ? Oui. Par quel biais ? Par quel biais c'est une bonne question. Est-ce que ça doit être un droit fondamental européen, par exemple ? Oui, bien sûr que on devrait tous avoir le droit de simplement décider des données qui peuvent être conservées par les uns et les autres. Oui, bien sûr que ça devrait être un droit fondamental. Après, c'est sûr que c'est jamais évident, mais aujourd'hui, nos données, elles sont utilisées contre nous pour faire de l'argent sur notre dos et on utilise des outils gratuits et on utilise, c'est bien joli, mais on donne toutes nos informations à des grandes entreprises qui après derrière font de la publicité, qui après derrière vendent gagne énormément d'argent et donc j'aime à dire que quand c'est gratuit c'est nous le produit, donc c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Le fait de pouvoir tous avoir nos propres données, de pouvoir avoir le contrôle sur nos données personnelles, oui, ce serait un droit de base, mais Internet va très vite. Aujourd'hui, avec Internet, il se passe tellement de choses que on a du mal à suivre et nos lois qui sont, nos organisations sociétales sont très très longues et très très lourdes. Et donc, pour qu'elles s'adaptent au fur et à mesure, ça prend beaucoup de temps. Je crois qu'on n'était pas prêt à ce qu'Internet arrive dans nos vies et qu'on se retrouve aujourd'hui à devoir légiférer sur des sujets qu'on n'avait pas du tout en perspective il y a 10 ans seulement. Donc oui, vous êtes donc pour un droit fondamental européen. C'est compris. On passe à un autre sujet. Le 21 janvier dernier, les députés européens ont voté un rapport sur le droit à la déconnexion, un rapport qui accorde à ceux qui travaillent de se déconnecter des outils numériques en dehors des heures de travail, évidemment sans subir de répercussions graves. Mais selon une étude d'Eurofound, 30% des télétravailleurs disent travailler pendant leur temps libre, plusieurs fois même par semaine. Alors est-ce que les nouveaux outils digitaux, tout simplement, ne sont pas incompatibles avec le droit à la déconnexion ? J'ai pas. Alors nous, on en parle très peu encore de. C'est une question vraiment d'actualité, hein. C'est une question européenne. Oui, bien sûr, ouais. mais c'est pas forcément des questions. En fait, nous, au Parti Pirate, on a tendance à prendre des décisions au fur et à mesure, et on est un parti très récent. On n'a pas forcément toujours réponse à tout, et on prend beaucoup de temps à prendre des décisions. Enfin, beaucoup de temps. La démocratie, ça prend du temps. Donc, on a un débat qui est nécessaire, etc. Sur la question du télétravail, on n'a pas d'avis fixe. Vous n'avez pas de position particulière sur le droit à la déconnexion, justement? À titre personnel, donc pas au nom du Parti Pirate, mais à titre personnel, je considère effectivement que oui, on devrait avoir un droit à la déconnexion, mais en fait, c'est paradoxal parce que à la fois les personnes qui déclarent qu'elles télétravaillent en dehors du temps de travail, je suis pas sûre que les employeurs le leur demandent, et en même temps, c'est un peu compliqué de se déconnecter. C'est aussi une question de santé mentale, hein. C'est pas seulement une question sociale, justement. Parce qu'il y a eu beaucoup de burn-out ou d'harcèlement justement des employés. Oui, du coup, la nécessité de pouvoir permettre à avoir la possibilité au moins de juste couper son téléphone ou de couper son ordinateur de temps en temps. Oui, c'est question de base. On devrait tous pouvoir avoir, quand on n'est pas au travail, le pouvoir ne pas être au travail, tout simplement. Parce que pour l'instant, il n'existe pas encore de droit européen à la déconnexion. Seulement 4 pays de l'Union européenne ont une législation qui donne un cadre au droit à la déconnexion. C'est la France, la Belgique, l'Espagne et l'Italie. Dernière question, si l'Europe n'aboutit pas à créer un droit européen à la déconnexion, concrètement, comment elle peut réussir, selon vous, à pondre un texte qui va obliger les entreprises à respecter ce droit, justement? Est-ce que c'est possible? Selon vous? J'en ai aucune idée. Oui, peut-être. Peut-être en s'inspirant de ce qui se fait dans les 4 pays que vous avez cités, notamment chez nous, mais peut-être. Ouais, je suis désolée, je dois pas être la bonne personne pour répondre à cette question. C'est une question qui me tenait à cœur, mais c'est pas grave. On a bien compris justement vos différentes positions. Merci beaucoup, Fleury-Marie. Merci à vous. Une très bonne continuation à vous. Merci, vous aussi. Merci, bonne journée, à merci bientôt. Fleury-Marie. Je rappelle que vous êtes vice-présidente du Parti Pirate européen et porte-parole du Parti Pirate français. Merci d'avoir répondu aux questions de Safouane dans Café Babel et merci d'avoir été avec nous en direct. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du
Carrefour de l'info et Café Babel, à tout de suite.